fin des années 80, il y a eu les expropriations, donc 53 arbres qui ont été expropriés. Ça fait que ça a fait beaucoup de personnes qui sont parties, la population a diminué. Et en 1999, la dernière épicerie qu'il y avait dans l'île, à une époque, il y en a eu 3, il n'y en avait plus. Donc ça a créé beaucoup de pauvreté pour les gens qui étaient sur place et de problèmes sociaux qu'il y a tout le temps eu un peu dans l'île, mais là, ça s'est aggravé. Dans le vieux hall, lorsqu'on essayait de voir comment aider les gens à budgéter, à regarder comment survivre là, durant leur mois avec les peu de moyens qu'il y avait, on se rendait compte que souvent, dû au fait qu'il n'y avait pas d'épicerie sur l'île, que les gens allaient faire leurs épiceries au dépanneur. On s'entend qu'il y avait des dépanneurs un peu plus gros que d'autres, mais par contre, c'était pas abordable, donc c'était pas évident. Donc, c'était pas une question de budget, c'était simplement un manque de moyens, de ressources sur place. C'est certain que quelqu'un qui a une voiture peut partir en voiture, aller faire son épicerie ailleurs, mais lorsqu'on n'a pas de voiture, lorsqu'on n'a pas de moyens financiers, c'est pas évident. Alors, de là est partie l'idée que ça serait intéressant de voir si on pourrait pas partir une épicerie. Partir une épicerie tout seul comme organisme communautaire, c'est pas évident. Donc, on a approché la CEDEC de Hall pour voir la possibilité d'une coopérative. Si on a opté pour une coopérative, c'est qu'on voulait que les organismes qui s'étaient impliqués comme membres fondateurs du projet de doter la communauté de l'île de Hall d'une épicerie puissent continuer d'y participer. Donc, sous la formule coopérative, on avait une possibilité coopérative de solidarité aussi, où on avait à la fois les membres de la communauté, les consommateurs futurs de la coopérative et les travailleurs pouvaient s'y impliquer. Donc, c'est pourquoi on a choisi d'opter pour une épicerie coopérative. Donc, de là, nous est venue l'idée d'approcher l'organisatrice communautaire à l'époque, qui était Jacinthe Mathieu, pour voir comment on pourrait travailler ensemble dans ce bout-là. Et c'est à ce moment-là que Jacinthe a vraiment pris le projet en main, de rassembler d'autres partenaires autour de ça. L'organisateur communautaire, en partant, pouvait faire le lien entre les différents intervenants du CLSC et le groupe de travail de l'épicerie coopérative. L'organisateur communautaire pouvait aussi faire le lien avec les autres organismes communautaires qui n'étaient pas directement impliqués. Quand on est en négociation avec la Ville, un exemple, bon, mais la Ville a dit, si vous n'avez pas 1000 membres, on ne croit pas à votre projet. Bon, mais la mobilisation, c'est avec justement l'organisatrice communautaire où on est allé chercher 1200 membres en dedans d'un an. Alors, ils nous ont énormément aidés, puis ça a facilité notre négociation avec la Ville. Ils ont toujours été présents tout au cours de l'évolution du projet. Pour moi, le travail à relais, c'est fondamental parce que c'est impossible qu'un seul individu ou qu'une seule organisation puisse aboutir totalement au changement. On doit pouvoir travailler comme les courseurs de fond en se passant le témoin, en s'amenant vers le changement. Puis il y a des individus, je pense à des organismes, par exemple, de défense de droits, qui vont pouvoir peut-être nommer publiquement dans des manifestations, dans des mémoires à déposer, qu'est-ce qu'on veut apporter comme changement. Mais les individus, les personnes qui vivent, les communautés qui vivent des situations difficiles, si on ne discute pas avec eux de l'impact que leur réalité a sur un ensemble de personnes, si on ne discute pas avec eux des droits qui sont lésés dans leur réalité, on ne travaille pas à passer le flambeau à un autre. Je pense que comme organisateur communautaire, on doit partir du savoir citoyen, du savoir populaire, peu importe comment on le nomme. Parce que c'est en considérant la perspective, la perception que les gens ont de leur situation qu'on est en mesure de les amener à se mobiliser. L'action collective qui se mène au Québec depuis la Révolution tranquille, ça a permis d'améliorer la qualité de vie, ça a permis d'améliorer les conditions de vie de grandes parties de la population. Par exemple, les CPE et la politique sur la petite enfance au Québec, c'est le résultat de mobilisation locale, de création de garderies soutenues par des organisateurs communautaires un peu partout au Québec, qui se sont réseautés, qui ont formé un mouvement et qui ont obtenu une politique publique qui fait l'envie de toute l'Amérique du Nord et qui a un impact sur la qualité de vie des familles et des femmes en particulier au Québec et des enfants également. Pour que ça soit efficace, l'action collective, et que ça atteigne des objectifs et que ça
amène de l'innovation et des transformations de problèmes à solutions durables et valables. Il y a des contributions professionnelles qui sont nécessaires, dont celles des organisateurs communautaires, qui vont aider à ce que les processus d'analyse des enjeux, de décision collective, de choix de solutions soient les plus appropriés possibles en respectant les processus démocratiques participatifs qui augmentent l'efficacité de l'action collective. Le directeur national de la santé publique au Québec, en 2005, écrivait que depuis 100 ans, on a gagné 30 années d'espérance de vie additionnelle. Sur ces 30 années additionnelles, il y en a 22 années qui sont redevables à l'amélioration des conditions de vie et des milieux de vie, et 8 seulement qui relèvent de l'amélioration des soins de santé. Donc, améliorer l'état de santé de la population d'un C3S, assumer sa responsabilité populationnelle, ça veut dire être capable de soutenir l'action collective sur les milieux de vie, sur les conditions de vie, sur le développement des communautés. C'est là que ça se joue maintenant partout dans le monde et pas seulement au Québec.